処女ストーリーポッドキャストへようこそ。Bonjour à tous, coucou Célia. Coucou, bienvenue sur Shoujo Story, un podcast dédié à la culture du shoujo manga. Vous écoutez ce podcast indépendant où nous traitons d'un sujet, d'un ou d'une auteure, d'une série de mangas. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour ce 12e épisode de Shoujo Story, saison 2, sur la mangaka Rumiko Takahashi, l'auteur entre autres de Ranma 1/2. Aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que nous allons vous parler de cette incroyable mangaka. C'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai découvert les mangas, et pourtant, je ne connaissais que très peu de choses à son sujet. Rumiko, c'est vraiment une auteure que vous nous avez demandé en masse. Et c'est vrai qu'on l'avait notée dans nos listes depuis longtemps. Hélas, avec le peu de temps qu'on avait dans notre emploi du temps Respectif. Voilà, l'épisode a mis un peu beaucoup de temps à sortir et on espère que vous pourrez en apprendre un peu plus aujourd'hui sur cette auteure emblématique de Ranma 1/2, Maison Ikkoku ou Inuyasha. Cela va être un long épisode, comme vous les aimez. Rumiko Takahashi est une figure inclassable du manga. Elle a su se démarquer des autres mangaka en nous offrant de nombreuses œuvres qui sont pour la majorité des classiques et qui sont parmi les premiers mangas à avoir été traduits en Occident dans les années 90. Elle a très clairement permis d'apporter un vent nouveau dans ce milieu très fermé du manga, mais on y reviendra un peu plus tard. Elle est née en 1957 dans la ville de Niigata, au Japon. Dans sa jeunesse, elle lisait déjà des mangas, mais pas que. Elle était, et est toujours d'ailleurs, une lectrice compulsive qui dévore les romans de tout genre. Passionnée de lecture, mais aussi de dessin, certains disent qu'elle griffonnait parfois dans les marges de ses feuilles à l'école. Elle a d'ailleurs commencé assez jeune à participer à des petits concours pour des maisons d'édition qui en fait consistaient tout bêtement à dessiner de courtes histoires dans l'espoir d'être repérée et publiée dans les magazines de prépublication. Et bingo, sa persévérance va finir par marcher car elle sera retenue par la célèbre maison Chogakukan, dont on a déjà de nombreuses fois parlé durant tous nos épisodes. Chaque fois, je pense à chaque épisode, c'est vrai. On en parle. Après le lycée, elle va s'inscrire à l'école privée de Gekika Sunjuku, dont l'enseignement met l'accent sur le développement des personnages. Ce qui explique notamment pourquoi Rumiko Takahashi nous offre toujours dans ses œuvres de forts personnages hauts en couleurs et plein de charisme. De là, elle va commencer à publier ses premiers doujinshi, donc vous savez, c'est des œuvres créées par des amateurs donc non professionnels. Ça peut être des créations originales, comme des sortes de fan-comics, reprenant des personnages déjà existants. Et elle va connaître un succès immédiat, comme avec Bye Bye Road. Une fois lancée, elle va du coup débuter sa première vraie, entre guillemets, série en 1978, qui est Urusei Yatsura. Et encore une fois, ça va cartonner, la propulsant officiellement dans le monde professionnel en tant que mangaka. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est que comme elle débutait tout juste, cette série devait initialement faire que 5 chapitres, donc 5, même pas 5 tomes, vraiment 5 chapitres. Mais l'engouement fut tel que l'histoire fut publiée entre 1978 et jusqu'à 1987, avec au total 34 volumes parus. Donc on passe de 5 chapitres à 34 tomes. Et on voit à quel point ça a duré longtemps. Bah ouais. Aussi presque 10 ans. C'est fou pour sa première vraie série publiée, quoi, c'est dingue. Donc depuis, le succès il s'arrête plus, on décompte de nombreux succès comme Ranma 1/2, Mermaid Forest, Mao, Rinne, etc. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On dit même qu'elle serait la mangaka la plus lue au monde. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui la démarque tant, hormis son coup de crayon qui est reconnaissable entre tous, dont on vous parlera plus en détail, notamment avec Célia? C'est surtout ces personnages qui la font se démarquer de ses collègues mangaka. Rumiko Takahashi, elle a ce don de mettre en scène des individus qui sont très réalistes, à tel point qu'ils peuvent paraître assez banals au premier abord, un peu comme vous et moi, quoi. C'est vraiment des gens lambda, mais elle va réussir à transformer leur situation du quotidien en quelque chose d'extraordinaire. Et pour cela, elle va venir introduire une dimension fantastique à ses histoires, avec des personnages magiques, aux pouvoirs farfelus, etc. Et d'ailleurs, si on enlève toute cette dimension fantastique et qu'on garde uniquement cet aspect de montrer une vie quotidienne, ça a permis de faire découvrir à ses lecteurs étrangers un Japon hyper réaliste. Un autre point fort qu'elle a, c'est qu'elle ne va pas s'enfermer dans une case. Au fond, même si beaucoup de ses mangas sont étiquetés shonen, c'est assez difficile de dire si elle dessine du shoujo, du shonen ou qu'en sais-je encore. Elle se sert un peu de tous les genres pour surfer sur les différents codes et créer un genre qui lui est propre, pour le proposer à un public beaucoup plus large et pas uniquement masculin ou féminin. Et c'est pour ça que je disais qu'en un sens, elle a un peu révolutionné le monde du manga, parce que c'est vraiment un genre qui lui est propre et qui n'existe nulle part ailleurs. Et en plus, c'est une femme. Exactement, encore plus forte. Elle souhaite aussi montrer à travers ses œuvres que le divertissement, ce n'est pas has-been, au contraire, ça peut être super sympa, et c'est pourquoi elle va remettre au goût du jour la lecture qui est divertissante, et en prouvant que cela ne l'empêche pas d'écrire des histoires qui sont à la fois comiques, mais qui n'en restent pas moins sérieuses. Et toute cette renommée,
Et bah ça vaut bien quelques prix, je pense. Et oui, l'autrice a notamment reçu le prix Chogakukan en 1981 et 2002, le prix Seiyun de la meilleure œuvre comique en 1987 et 1988, le prix Inkpot en 1994, le prix Délire en 2011, la médaille au ruban pourpre en 2020, le grand prix du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême en 2019. Bien sûr. Donc qui était très connu cette année, le Festival d'Angoulême, parce que il y avait notamment Hajime Isayama de Shingeki no Kyojin. Elle a aussi été inscrite au Temple de la Renommée en 2018. Elle a reçu en début de l'année 2023 l'insigne de l'Ordre des Arts et des Lettres. Oh wow. J'en passe. Elle a vraiment beaucoup de prix qui ont vraiment marqué toute sa carrière du début jusqu'à maintenant. Donc Rumiko, c'est vraiment une femme incroyable. Et je terminerai cette courte présentation de l'autrice par ces mots qu'elle a prononcés lors d'une interview. Je n'arrive pas à imaginer autre chose dans la vie que le manga. Si je n'avais pas réussi en tant que mangaka, je serais quelqu'un qui serait morte d'envie de le devenir. Je sais pas si vous le saviez, mais Rumiko a 2 frères qui adorent dessiner. Elle a vraiment commencé très jeune en dessinant des kappas. Donc, en fait, des kappas, c'est des monstres de la mythologie japonaise qu'elle essayait d'imiter. Et les tracés de ces monstres sont assez simples. Un seul trait est très facile à assimiler, en fait. Donc, ça lui a permis vraiment d'obtenir pas mal de compétences en dessin. Et ses grandes inspirations à elle sont Shinji Mizushima, Fujio Akatsuka, Ryoshi Ikegami et bien sûr le grand Osamu Tezuka, dont on vous a parlé plus d'une fois dans ce podcast. Donc bien sûr, ce sont tous des hommes, hein, faut vous en douter. Ouais. Et c'est tous des hommes qui ont dessiné dans les années 70, enfin même 60, jusqu'à 80, 90. Rumiko Takahashi, la collection, c'est très important, et donc elle collectionnait leurs mangas quand elle était plus jeune, et a commencé en se bourrant vraiment d'images de Tezuka, et en les recopiant à la perfection. Ce que font beaucoup d'auteurs de manga en général, c'est même ce qu'on conseille si vous voulez commencer les mangas, c'est commencer par imiter les styles des gens que vous aimez. À l'époque, le style manga était très lié au cinéma, et c'est qu'en imitant, donc comme je disais, qu'on apprend, selon elle, et elle a été très très vite inspirée sur ce principe de scénario, réalisme des dessins, proche aussi du côté case, des storyboards. D'ailleurs, ça nous rappelle un peu l'histoire des Clamp, si on fait un petit bond dans notre épisode passé, dans un de la saison 1. Meilleur épisode d'ailleurs, je vous le dis, sur les Clamp. Et elles travaillent pareil, les Clamp, hein, vraiment sous forme de storyboard. Elles imaginent comme si c'était un film, le manga qu'elles sont en train d'écrire. Donc elle avoue par contre une influence du découpage donc dynamique des comics US, et précisément le comics Spider-Man. J'avoue que je connais pas très bien Spider-Man et je suis pas très attirée par tout ce qui est Marvel ou DC, donc je pourrais pas trop vous expliquer dans le détail comment elle a fait ça, mais si vous êtes intéressé, peut-être essayez de trouver des liens si vous avez chez vous des Marvel avec des mangas de Rumiko Takahashi. Comme je le disais, elle était très inspirée par ses auteurs favoris. Elle s'est nourrie de leur réalisation pour créer son propre style, et au premier abord, on a vraiment l'impression que son style, il est cru, il est brutal et il est très loin du shoujo. Enfin, à vrai dire, quand tu lisais pour la première fois Ranma 1/2, tu vois, c'est du shonen. Voilà, c'est quand même un style très shonen. Mais avec un fond un peu shoujo quand même. C'est cette douceur en fait, dans les petits détails qu'on va retrouver dans le trait de l'artiste. Par exemple, la texture de la peau des femmes, la séduction dans les dessins, parce qu'il y a beaucoup de scènes de séduction, un humour toujours très sérieux, mais en même temps hyper dépravé des fois. Ouais, qui fait plus penser à du gag. Voilà, c'est ça. Qu'il y a de l'humour, enfin, c'est ça, c'est du gag et en même temps c'est hyper sérieux en vrai, parce qu'il brasse des sujets tellement deep des fois. Et puis surtout une petite dose de romantisme dans toutes les histoires. Concernant l'emploi du temps et la manière de travailler de l'artiste, voilà comment elle procède. Donc elle consacre les 3 premiers jours à la réalisation des nemu, donc c'est des esquisses, des storyboards. Les 2 jours suivants sont consacrés à l'ancrage et à la mise en forme. Et le 6e jour, ce sont les finitions et le rendu à son éditeur. Donc, en moyenne, elle a 1 jour de libre. Donc ça, c'est fou. Oui, elle a vraiment un timing très très serré. Hein. Et quand elle a envie de dessiner quelque chose, elle l'inscrit longtemps à l'avance. Et elle travaille en faisant en fait, elle sert son planning de manière à libérer du temps pour ce projet. Donc en fait, elle fait que travailler. Ouais, c'est ça. En fait, même son temps libre, elle va quand même le consacrer à son travail. Et donc ça, elle avait dit ses propos dans Lire Magazine, si vous voulez retrouver ces propos-là.
Donc chaque auteur donc a vraiment sa manière de concevoir un manga. Moto Hagio et Keiko Takemiya, elle voulait vraiment changer le monde en fait. Elle voulait révolutionner. Elle voulait révolutionner le shoujo manga, elle voulait manga. révolutionner la littérature. Mais Rumiko Takahashi, elle préfère divertir, comme tu disais, émouvoir. Et le manga, c'est vraiment un moyen pour elle de changer son destin. Et elle nous le fait comprendre à travers ses histoires. Donc elle dessine vraiment des mangas qui sont pas forcément destinés à faire réfléchir. Elle a une certaine décontraction quand elle dessine et elle veut qu'il soit lu avec la même décontraction, la même sensation de détente. Donc les relations sentimentales, elles sont transmises avec beaucoup d'empathie. Les sujets comme le deuil, la résurrection, la force de vie sont très chers à l'auteur qui les traitera dans Maison Ikoku ou dans Mermaid Saga. Et les films fantastiques chinois et japonais sont une atmosphère propice à une série comme Inuyasha. Les personnages trouvent parfois des modèles dans le monde réel, comme Lume dans Urusei Yatsura, qui a été dessiné sur le modèle de la chanteuse chinoise Agnès Lume. Bref, vous l'aurez compris, c'est une auteure typiquement imprégnée par sa culture asiatique et japonaise, et qui a toujours gardé comme lieu de travail sa passion pour le manga et son amour des grands auteurs. Alors, commençons maintenant avec notre grande mangatech, comme on fait à chaque fois dans chaque épisode. On va commencer tout simplement avec la première œuvre, qui a été écrite à partir de 1978 jusqu'à, comme tu disais Natacha, en 1987. La fameuse œuvre qui ne devait durer que 5 chapitres. Ouais. Et qui durera 9 ans. Donc bon, cette œuvre-là, donc elle fait 366 chapitres, 34 tomes. C'est fou. Donc vous doutez bien que nous n'avons pas tout lu. Hein. Pour cet épisode, nous avons, il y a des choses que nous avons lues en entier, il y a des choses qu'on a lues partiellement. Et là, pour le coup, bien sûr, je l'ai lu partiellement, bien sûr, puisque c'est pas possible en fait de lire 34 tomes en si peu de temps. Et puis il faut les trouver aussi, puisqu'ils sont plus tout jeunes. Hein. Donc c'est compliqué à trouver Urusei Yatsura. Donc il faut savoir que ça a été publié dans le magazine Weekly Shonen Sunday, et la version française, elle est publiée par Glénat. Il a Je bien crois sûr... toutes ces séries sont publiées chez Glénat, je crois. Je crois aussi, mais il y a aussi des éditions Bunko, donc je sais pas si par hasard ça aurait pas d'autres maisons d'édition auraient les droits, Ouais, mais peut-être, peut-être mais je pas. crois qu'en général, ça reste Glénat. Ouais. Et il y a des très belles rééditions d'ailleurs. Oui. Enfin, dont en plus, Ranma. vraiment- ouais, dont Ranma, mais toutes en fait sont en édition Bunko en gros volume. Donc n'hésitez pas à les avoir parce que franchement elles sont vraiment sublimes. Donc, parenthèse finie, le manga donc qui remporte le prix Shogakukan en 1981 dans la catégorie shonen. Il y a une adaptation en anime de 195 épisodes, connue en France sous le titre de L'Amour, et il est diffusé du 14 octobre 81 au 19 mars 86, donc sur 5 ans. Et puis là, depuis octobre 2022, il y a une nouvelle adaptation anime en fait qui a été faite par le studio David Productions. Donc comme tu le disais, Urusei c'est vraiment le premier succès de Rumiko. Et vous vous en doutez, on peut pas passer à côté de cette œuvre. Cette série, elle a pas eu le succès immédiat, mais on savait que elle allait percer en fait professionnellement par son graphisme, son originalité et sa persévérance, Rumiko. Et c'est vrai que moi, pour le coup, c'est pas un type d'œuvre que je lis depuis très longtemps. Enfin, je suis pas forcément très attirée par le côté histoire courte gag, mais de cette manière-là, en fait. Moi, j'aime bien quand c'est plus tourné déjà en anime, Ouais. qu'en manga, tout ce qui est gag. Oui, c'est vrai que nous, on a plus l'habitude de voir Ouais, ça moi, je dans les ris animés. un peu plus. J'avoue que quand c'est sur du papier, alors que pourtant, je lis que des mangas. En général, je vous dis tout le temps, moi, je suis team papier, team papier. Mais là, pour le coup, dans cette œuvre-là, j'ai eu un peu du mal à rentrer dans les gags, même s'il y avait donc des petites scénettes divertissantes et joviales pour passer un bon moment. Et tout ça sous le ton d'un truc un peu surnaturel, donc je vais maintenant vous expliquer le synopsis. Donc, la Terre est un jour envahie par des extraterrestres belliqueux, aux murs surprenants. Ils organisent un match entre un terrien et leur princesse pour décider du destin de leur planète. Rien que ça. Oui, rien que ça. Donc le sort désigne Ataru Moroboshi, donc le lycéen le plus obsédé, loser et malchanceux du Japon, pour sauver le monde. Et la petite Loom, qui est sa jolie adversaire, donc une extraterrestre. Pour gagner ce duel, il doit attraper les cornes de Loom. Bon, contre toute attente, je vous spoil pas vraiment, mais il va y parvenir. Et donc ça scelle la réconciliation entre les humains et les envahisseurs. Mais Loom devient éperdument amoureuse de lui, pour le malheur de ce Don Juan raté. Voilà. Et puis c'est le début de sous-entendus, de ci, de là entre eux. Enfin, c'est une comédie romantique, quoi. Donc il y a
Il y a pas mal de petites scénettes comiques, comme je disais, mais on est vraiment sur une histoire comme ça en dents de scie. Donc, on comprend très vite que l'humour déjanté, ça sera le maître la signature de la signature Rumiko. de ce manga. De Rumiko, mais de ce manga précisément. C'est un peu, déjà le titre. Urusei, c'est une déformation orale de Urusai, qui signifie bruyant, dans le sens négatif. D'ailleurs, ça veut dire, sans dire des gros mots, Ferme-la ou... ferme-la ou silence. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, ferme-ta. Donc, dans cette façon Urusei. d'exprimer. Et le jeu de mots, il porte vraiment sur l'écriture, en fait, du sei, avec le kanji signifiant étoile. Et Yatsura signifie les gars, les gens. Donc voilà, on peut le traduire en français par les gens bruyants des étoiles. Voilà, donc vous avez compris, on va vraiment être avec des personnages mi-humains, mi-extraterrestres, avec ce qu'il faut de japonais, un petit côté yokai, avec les oni, les ogres occidentaux, qui viennent s'en mêler, des esprits, des monstres, et autres artefacts de la culture japonaise. Donc vraiment, à noter que ces personnages, ils seront un brouillon habile aussi, pour Ranma 1/2, mais aussi pour, en fait, tous les mangas de Nico. Oui, totalement. Takahashi, en fait, c'est vraiment incroyable. On va C'est retrouver vraiment tous ces un personnages bon brouillon pour tout ça. Par exemple, il y a une histoire qui tourne autour d'une source chaude qui transforme ceux qui s'y baignent. Tiens, ça me rappelle quelque Voilà, vous avez une autre où 2 pères veufs ont fiancé leurs enfants à leur insu. Sans oublier le personnage de Ryunosuke, une fille élevée comme un garçon, Ah bah tiens. qui a des soucis d'identité. Donc ça nous rappelle pas mal de choses. Je trouve que les dessins de Urusei, ils deviennent de plus en plus beaux d'ailleurs au fil des pages, et le trait de l'auteur s'affirme de plus en plus. Rumiko Takahashi, elle va même parler aussi de la série Ma sorcière bien aimée. Ouais, j'adore. Moi aussi j'adore, je suis absolument fan de moi cette série. Même si Je elle l'ai est regardée. très patriarcale et Oui. bref, c'est quand même... Oui, c'est vrai. c'est questionnable C'est une maintenant. série d'une autre temps. C'est une série d'une autre temps, mais j'adore aussi parce que je trouve que le comique de situation est hyper bien mené dans cette série, en fait. Et elle a vraiment essayé, voilà, d'avoir cette même narration, vous voyez, dans le principe de la série Urusei Yatsura. Donc la démarche de l'auteur est vraiment d'exploiter à fond toutes les situations et combinaisons possibles, en fait, entre les relations des personnages et au cours de son histoire pour épuiser le sujet et voilà, entamer une nouvelle série ensuite. Donc c'est une lecture qui est assez simple et efficace, mais qui m'a pas touchée, pour tout vous avouer, parce que j'ai pas du tout aimé le personnage principal, qui est un garçon lubrique et idiot, et c'est lui qui détermine en fait le reste de l'histoire à partir de ses propres désirs, premier degré quoi. Donc voilà, le côté répétitif aussi, ça peut lasser, ou au contraire ramener le lecteur vers une routine agréable et safe, parce que des fois on a envie de lire des trucs où on va pas se poser 1000 questions. Là c'est le cas. Donc c'est une histoire qui est un peu vieillie, mais il y a des dessins toujours aussi stupéfiants par contre. Là pour le coup, alors que c'est sa première série, ça m'a pas du tout déçu en termes de dessin. Ouais. Elle est vraiment forte pour ça, quoi. Bah là pour le coup, ouais, j'étais Elle a un coup assez de crayon incroyable. surprise, on va dire. Et on continue avec un deuxième manga qu'elle a écrit, qui est Maison Ikoku. Oui. Donc en 15 tomes. Elle aime bien les séries à rallonge. Mais je me demande en fait si sur les 15 tomes, à l'époque, elle avait des tomes très très fins ou c'était des énormes tomes. Parce que en fait, en France, il a été réédité et pour le coup, les tomes sont énormes. Comme je vous dis, c'est une édition Bunko. Donc j'arrive pas à comprendre, est-ce qu'à l'époque, les tomes Comment étaient découpés les tomes? Bah Enfin, ouais, si parce que c'était, vraiment... Bon, après il y a beaucoup de chapitres, hein, ça c'est sûr. Donc là j'ai eu l'occasion de feuilleter tous les tomes pour le coup. J'ai lu, je pense, un tome en entier. Bah du coup un bunko en entier. Mais par contre, j'ai pas lu tous les tomes et je vais vous expliquer pourquoi maintenant. Maison Ikoku, c'est vraiment un chef-d'œuvre de Rumiko Takahashi. C'est ancré dans une tradition réaliste qui a démontré les talents de l'auteur, qui écrit non seulement des histoires pour les plus jeunes, mais aussi pour les plus âgés. Même si je pense, pour ma part, que c'est plus une histoire pour les plus âgés. Ouais. Maison Ikoku. C'est publié en même temps en plus que Urusei Yatsura. Donc vraiment, ça a marqué l'arrivée de Rumiko dans l'industrie du manga pour les décennies à venir. Et contrairement aux autres séries de longue date de Takahashi, Maison Ikoku, ça a pas été diffusé dans le Shonen Sunday, mais dans ses magazines frères, Big Comic Spirits, qui est en fait un magazine qui s'adresse aux plus de 21 ans, contrairement à Shonen Sunday qui était vraiment lecteur adolescent. Donc on voit bien en fait que là c'est deux histoires. Il y a un changement de Il y a un lectorat, changement ouais. de lectorat, elle va aller vers plus, on va dire, les jeunes adultes. Donc là pour le coup, elle avait une charge de travail qui était accrue, puisqu'elle écrivait et dessinait Urusei Yatsura au Shonen Sunday en même temps qu'elle travaillait sur 2 chapitres par folle. mois
sur Maison Ikoku. Donc vraiment, sa créativité a explosé pendant cette période. C'est quoi son secret pour pas faire de burn-out? Je sais pas. Elle est très forte. Un Vraiment, robot. c'est un robot. D'ailleurs, en France, comme je le disais, il a été adapté donc en manga, mais surtout en anime. Et peut-être que les plus jeunes d'entre vous se rappellent de Juliette, je t'aime. Ah, je pense que ouais, la génération au-dessus de nous, Oui, ils sur ont le connu. blog Hein. Dorothée. Et là, j'aimerais bien revenir sur des faits qui m'ont un peu dérangée par rapport à cette adaptation française, puisqu'on est en Shoujo Story et on est là pour critiquer aussi. Et en fait, il y a eu une francisation en fait systématique des noms japonais des personnages, ce qui est fou quand même. C'est dingue. Ils se C'est-à-dire, sont appropriés les trucs, quoi. c'est tout à fait ça. J'imagine qu'il y a eu un accord, enfin, je sais même pas. Trop bizarre. Bah en vérité, c'est vraiment toute une histoire cette francisation, puisque il y a une suppression donc de la mention des toponymes japonais, c'est-à-dire que en fait l'environnement urbain il est toujours typiquement nippon, mais tout ce qui est autour est français. Oh là là, trop triste. Les génériques bien sûr originaux ont été accompagnés de chansons en japonais de base ou en anglais, mais là en fait la chanson elle est en français. Elle est interprétée par Bernard Minet. Je ne sais pas qui est cette personne, mais... Si, c'est connu Bernard Minet. Ah bon? Moi, je ne sais pas qui est C'est cette cette personne. époque. Mais franchement, je suis déçue que Bernard Minet ait accepté de changer quand même ce magnifique générique. Et en plus, il a aucun rapport, ce générique, avec les musiques originales de l'œuvre. Il y a eu aussi, bien sûr, toute une suppression des mentions à l'alcool. D'ailleurs, ils ont même supprimé des scènes. Alors que c'est fou. les principaux protagonistes ne font que boire de l'alcool, puisqu'on est dans une histoire de Pour colocation. adultes en plus. Bah oui, on est dans une share house. Enfin, je vais vous expliquer un peu dans les détails, mais voilà. En plus, il y avait des comportements qui étaient un peu répréhensibles qu'ils ont aussi enlevés. Bon, ça, on comprend. Bien sûr, le changement de sens de nombreuses répliques qui altèrent vraiment, en fait, l'histoire originelle. Donc, il y a plein de situations comiques qui sont basées sur des quiproquos et aussi des comportements socioculturels japonais qui sont bafoués, en fait, puisqu'on est vraiment dans une occidentalisation à l'extrême de Maison Ikoku. Dites-vous quand même que ça a été rebaptisé la pension des mimosas. C'est pas un truc de retraité, ça? Non, mais c'est quand même fou. Et en fait, ça fait référence à un film de Henri-Georges Clouzot qui s'appelle L'assassin habite au 21, qui est sorti en 1942, où l'intrigue se situe dans une pension de famille du même nom. Et celui-ci faisait d'ailleurs également écho au film Pension Mimosa de 1935 de Jacques Feyder avec Arletty. Donc chacun en pensera ce qu'il veut, mais on se rend compte à quel point les mangas étaient adaptés et retravaillés de fond en comble pour parvenir dans nos pays à l'époque. C'est trop Alors que dommage. maintenant, c'est tout le contraire. Ça perdait tout leur fond, quoi, à l'époque. Bah oui, Mais je sais pas s'ils ont fait ça parce que Club Dorothée, c'était pour une audience jeune. peut-être. Et du coup, ils ont voulu censurer en quelque sorte C'est et très adapter, possible. quoi. Mais c'est trop dommage. Dans ces cas-là, juste tu passes pas au Club Dorothée. Yusaku Godai, jeune Ronin, étudiant ayant raté ses concours d'admission aux universités, décide un jour de quitter la pension de famille dans laquelle il vit avec ses colocataires, Madame Ishinose, la fêtarde alcoolique, impudique, Akemi Roppongi, et l'énigmatique Monsieur Yotsuya. Ils font tous les soirs la fête dans sa chambre, l'empêchant de réviser. Mais ce même jour arrive Kyoko Otonashi, la nouvelle concierge. Elle est veuve à seulement 20 ans. Yusaku tombe immédiatement amoureux d'elle. Comme vous le voyez, ça commence par une histoire d'amour, sans que ça en soit vraiment une. En fait, c'est une histoire de séduction, c'est une histoire de quiproquo, de je t'aime moi non plus. Vous l'avez compris, on est dans ce genre de choses avec Rumiko à cette période-là de son travail. La première chose qui me choque, moi, c'est les dessins. Franchement, pour vous avouer, j'étais vraiment pas prête. J'ai pris un de ces coups de vieux, mais vraiment rien à voir avec les dessins, en fait, de Urusei Yatsura. C'est fou que ça a autant changé d'une série Alors qu'elle les pourtant, faisait en même temps. Enfin, Mais vraiment... elle s'essayait peut-être à différents styles pour savoir lequel choisir. Ah oui, non, mais vraiment, les premiers dessins, ils sont extrêmement datés. Après, je dis pas que c'est un mauvais dessin. Je suis personne pour juger. Tout ce que je dis, c'est que je trouve que ça a mal vieilli. Et que, pour ma part, moi qui lis énormément de mangas des années 70, que je trouve absolument sublime. Enfin, c'est tellement beau, genre Ryoko Ikeda, Moto Hagio. Enfin, franchement, elles ont des traits qui sont tellement magnifiques. Et là, pour le coup, on est dans les années, comme vous l'avez vu, les années 80. Et pourtant, vraiment, là, pour le coup, il y a un coup de vieux. Il y a vraiment un coup de vieux. Disons que c'est pas dans la finesse.
Et deuxièmement, je dirais que c'est vraiment, comme je disais, un manga des années 80. La beaufrie, en fait, des dialogues, elle est vraiment à son apogée. On est dans une tranche de vie romantique. C'est un manga que vous lirez aussi assez facilement, comme le tout premier, avec des blagues potaches, un truc pas du tout deep, des actions répétitives, de sujets sérieux. En fait, les sujets sérieux, ils arrivent vraiment petit à petit dans le manga. Les premières pages, si vous n'êtes pas accroché, vous allez pas tenir, parce que en fait, il y a tellement de beaufries. Comme je disais, moi, j'ai pas trop aimé en fait l'humour trop potache qu'il y avait. Notamment comment les locataires de cette pension faut tourner en bourrique ce pauvre Godai qui surnomme le raté. Mais pendant tout le truc, tout le monde le surnomme le raté. Et ça se fait. Voilà. C'est du harcèlement. Il y a aussi un humour aussi autour de la culture du viol que moi j'aime pas du tout. Et aussi d'autres actes ou attouchements contraints sur Kyoko, que ce soit d'ailleurs de la part d'hommes ou de femmes. Donc très dérangeant. Ouais. Très très dérangeant. Elle se fait toujours peloter les seins. Il y a toujours des moments où on va voir sa culotte, ce genre de choses, où on va lui toucher les fesses, vous voyez. Et ça, pour le coup, c'est un trigger warning, c'est drapeau rouge. Moi, j'aime pas lire des mangas comme ça. Et pour le coup, là, on voit vraiment qu'on était dans les années 80. Et je trouve ça horrible parce que je sais pas du coup si elle, ce qu'elle en pense, Rumiko Takahashi aujourd'hui, ce serait hyper intéressant de l'interviewer en 2023 pour savoir si elle reviendrait sur ces histoires-là et sur ces thématiques qui sont quand même problématiques. Mais c'est horrible parce que j'ai l'impression qu'à cette époque-là, c'était tellement lambda surtout pour du shonen, donc là vraiment, pour un public qui sera plus masculin que féminin, de proposer ce genre de gag hyper lourd et sexiste, et ça va malheureusement beaucoup se ressentir dans pas mal de ses œuvres. Et je sais pas si c'est parce qu'elle a voulu s'adapter à son audience masculine et pour coller à la mode de cette époque-là, ou si pour elle, ça lui faisait vraiment rire de faire ça. Faudrait qu'on l'interviewe, C'était trop bien. Mais ouais. Mais c'est dommage, ça gâche l'expérience. En fait, moi, j'arrive plus trop à prendre à la légère ces thèmes-là. Mais c'est comme relire. Je pense qu'aujourd'hui, j'arriverai pas à relire, comment ça s'appelle, la série, là, où ils vivent tous ensemble, il y a juste un mec avec les meufs avec des gros seins, là. Ah, Lovina. Je pense que pareil, toi, Lovina, j'arriverais plus à le relire aujourd'hui sans être cringée. Ouais, d'ailleurs, il y avait eu, je sais pas si, enfin, un petit aparté, là. Oui, pardon. Mais, j'avais vu qu'il y avait eu une espèce de scandale parce qu'il était venu à Japan Expo cette année. Ouais? Ken Akamatsu. Ouais. Et puis, il y a eu pas mal de personnes qui, n'étaient pas du tout en accord avec, ces mangas et aussi la culture du viol qui pouvait un peu mettre en avant dans ces mangas et les attouchements, bref, toutes ces choses-là, et les jeunes filles aussi. Enfin, ce côté... Ouais, je comprends, parce qu'en vrai, c'est assez dangereux, parce que moi, j'ai lu Lovina très jeune, et j'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup aimé quand j'ai commencé à lire Lovina. Mais en fait, je me rends compte avec du recul que j'étais tellement jeune que je ne pouvais pas voir le côté problématique que ça avait et l'impact que ça aurait sur moi en tant que femme, quoi. Donc c'est fou, mais en fait, tous ces auteurs qui écrivaient à l'époque, dans les années 80-90, c'est vrai que les thèmes, aujourd'hui, on arrive à les voir avec un autre regard. Et c'est plus compliqué en fait de les lire sans avoir un point de vue critique, on va dire. Donc je pense que c'est un très très beau manga dans son entièreté. Et vraiment, je suis super sincère quand je dis ça, parce que après, j'ai été feuilleter la suite à la librairie Renard Café dans le 5e. Et en fait, les dessins sont devenus de plus en plus magnifiques. Et l'histoire d'amour aussi entre les deux personnages avait l'air de plus en plus profonde et belle, et il y avait des questionnements aussi sur le deuil, et il y avait plein de sujets un peu plus profonds qui ont été amenés par l'autrice à travers les mangas d'après, les chapitres d'après. Donc je pense qu'il faut pas s'arrêter à des a priori. Maintenant, moi, c'est vrai que les premières pages, comme je vous le dis, il faut être préparé, mais après, si vous décidez de continuer vraiment votre lecture, je pense qu'on ne peut pas être déçu, parce que j'ai lu partout des critiques comme quoi c'était vraiment une œuvre emblématique et iconique de la mangatech de Rumiko. Donc je pense vraiment que c'est juste une époque, et qu'il faut parfois savoir aussi voir ça avec un œil critique, mais se dire que ça fait partie d'une époque. Et que maintenant, voilà, on va le lire en âme et conscience. Mais c'est dommage de dire que c'est quand même une mangaka femme qui écrit. Oui, c'est vrai. Mais bon, c'est pas grave.
On continue quand même avec une autre série que pour le coup on a adoré quand même toutes les deux. Enfin, en tout cas, c'était une très bonne lecture qui est Mermaid Forest. Publiée entre 84 et 94, donc 10 ans. Elle aime bien faire sur du long terme. Donc c'est un titre, d'ailleurs, on en avait déjà parlé dans notre dernier épisode Coup de cœur de l'été 2022. Et pour vous remettre un peu dans le contexte, on va vous refaire un résumé assez rapide. Parce qu'il a mangé la chair d'une sirène, Yuta est devenu immortel. Depuis des siècles, il traverse le Japon à la recherche d'une de ces femmes poissons qui pourra enfin lui permettre de vieillir. Mais ces créatures envoûtantes sont aussi belles que dangereuses, et c'est dans le sang et les sacrifices qu'il va les retrouver. Ouh, spooky. Ouais, très spooky. Ça, on aime. On adore. Et moi, je vais vous relire un peu dans les grandes listes que je vous avais confiées l'année dernière, en fait. Bah oui. Parce qu'entre-temps, mon avis, il a pas vraiment changé en lisant les tomes Bunko, encore une fois. Très, très belle édition, celle-là. Magnifique, les couvertures, vraiment trop beau. En plus, là, il y a le deuxième tome qui est sorti. Donc, vraiment magnifique. Et pour le coup, c'est toujours une de mes œuvres préférées de l'auteur, hein. Et franchement, en les relisant, après avoir lu tous ces mangas de Rumiko Takahashi pour préparer cet épisode, je me rends compte vraiment que le trait brut et minimal de cet auteur dans Mermaid Saga, avec ses noirs, ses blancs, ses vides, ses plans, là pour le coup il avait atteint son apogée. C'était vraiment une œuvre vraiment magnifique, qui mettent toujours aussi bien en scène et en avant ces créatures maléfiques. Et ici, principalement la figure de la sirène, hein, qui est un être mystérieux qui hante les contes et les légendes de notre enfance. Encore une fois, on suit la longue vie d'un homme. Oui, c'est toujours des héros. Souvent des héros masculins. C'est un peu... c'est ça. Mais en général, oui, c'est plutôt Mais là, vous avez vu déjà les deux histoires précédentes, c'était des garçons. Ouais. Et là, encore une fois, donc là, c'est Yuta, garçon téméraire, il est sensible, il n'hésite pas à braver les mers pour délivrer ses bien-aimés. Parce que oui, il en a plusieurs, encore une fois. Rumiko aime beaucoup le polyamour. C'est vrai. Et, mais côté masculin surtout. Côté masculin surtout. Bon là encore une fois c'est un héros en grand cœur, il est un peu lubrique, voilà, on n'échappe pas à la règle. Et l'histoire pour le coup cette fois-ci m'a vraiment plu. Je vous l'avais déjà dit l'année dernière, mais ça n'a pas changé. J'ai relu vite fait les scans et franchement là, j'étais encore une fois à me dire, on est face à des petites nouvelles, mais qui cette fois-ci s'enchaînent hyper bien. Je trouve que c'est très très fluide et il y a toujours un obstacle en fait depuis à la survie de notre cher Yuta et de sa chère et tendre du moment qui s'appelle Mana. Et pour le coup, on n'est pas du tout dans une histoire gnangnan. Là vraiment, on est vers l'horrifique soft et le romantique. Ouais, donc parfait. Donc parfait. Bon j'adore. On est vraiment dans un super combo. Ça marche hyper bien dans Mermaid Saga. Je vous le conseille à 100%. Et si vous connaissez cet auteur, vous savez que d'habitude elle est plutôt du genre à faire du shonen, un peu comme dans Urusei Yatsura ou encore Ranma 1/2. Mais là pour le coup l'horreur ça lui va bien, je trouve. Et elle va en jouer d'ailleurs sur dans d'autres séries. Comme Mao. C'est ça, comme Mao ou comme Inuyasha. Donc pas de déroulement de chronologie, hein. Encore une fois, c'est des scénettes, je me répète, mais c'est un peu son genre préféré aussi. Et toi, Natacha, je t'avais offert le tome d'ailleurs. Oui, merci beaucoup, hein, parce que je suis bien contente d'avoir dans ma bibliothèque, c'est vraiment trop beau. J'ai beaucoup aimé ce premier tome de Mermaid Forest et j'ai hâte de lire le second tome. D'ailleurs, on en parle de cette nouvelle édition qui est incroyable. Oui. Comme on vient de le dire, en fait, les couvertures, franchement, juste pour l'avoir pour les collectionneurs de beaux mangas, ça vaut le coup, quoi. Enfin, je pense qu'on avait déjà parlé durant des épisodes précédents, mais j'aime beaucoup tout ce qui est légende et contes. C'est là aussi, donc c'est pour ça, à mon avis, qu'on aime autant aussi cette saga. Et ici, j'étais particulièrement curieuse de savoir comment Rumiko Takahashi, elle allait un peu s'approprier le conte de la petite sirène, même si c'est pas vraiment la petite sirène comme on le connaît, bien que la petite sirène Disney n'a rien à voir avec la petite sirène. L'histoire initiale qui est beaucoup plus horrifique et hard, comme la plupart des contes Disney, l'histoire initiale est à l'opposé. Et bien ici, ça a été une vraie claque. Parce que après Ranma 1/2, qui est vraiment le manga pour moi phare de Rumiko, enfin celui auquel je m'identifie le plus, parce que c'est la série que j'ai lue, je m'attendais pas du tout à une histoire aussi sombre. Voire même, comme tu disais, qui surfe sur l'horreur. Et moi, je déteste l'horreur. C'est vraiment pas mon truc, mais j'aime bien tout ce qui est quand même un peu spooky. Ou le cosy, l'horreur cosy, quoi. J'adore aussi. Et du coup, là, on a un ton général à l'histoire qui est beaucoup moins comique, certes, et léger que les autres séries. L'autrice n'excelle pas moins dans ce genre-là, qui est beaucoup plus sérieux et sombre. Et tout au long des pages, on est submergé par une atmosphère qui est très mélancolique, nostalgique, et qui finalement colle hyper bien aux légendes des sirènes qui sont, comme on disait, c'est des personnages en vrai qui sont obscurs et pas autant romantisés que ce qu'on a dans les films ou dans les livres modernes.
Et avoir une version un peu japonisée de cette légende, c'était hyper intéressant à lire. Et je trouvais que le mythe des sirènes et les légendes japonaises, ça va bien ensemble. Ah ouais, grave. Et c'est de loin la meilleure adaptation, je trouve, du conte, des légendes des sirènes que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, quoi. Donc, comme Célia, très bonne découverte. J'étais heureuse de le relire pour cet épisode et je pense que je vais aller rapidement m'acheter le second tome pour continuer un peu ma lecture. En plus, vraiment, les couvertures sont si belles. Ouais. Et là, on voit vraiment à quel point sa plume, elle peut être incroyable de cette autrice. Je suis d'accord. Et c'est trop dommage, du coup, de voir que pour d'autres séries, elle va avoir une plume qui est beaucoup plus brute. On dirait que c'est même pas elle qui dessine. Je sais pas, il y a un truc bizarre. Hein. Ouais, des fois, en fait, il y a des changements tellement énormes entre d'une page à l'autre que vraiment, t'as l'impression qu'à un moment, elle est en mode brouillon. Et de l'autre côté, elle a dessiné les trucs de manière tellement précise, avec du détail. En même temps, c'est brutal. Et c'est beau. Enfin, je sais pas, elle est trop forte, en vrai. Mais continuons sans attendre avec Ranma 1/2, enfin, qui a été publié entre 1987 et 1996. Ça se compose de 407 chapitres, rien que ça, et donc 38 tomes. Donc comme d'hab, encore une série longue. Ce manga de Rumiko Takahashi est sans doute l'un de ses plus connus de sa mangathèque, et c'est d'ailleurs le tout premier manga que j'ai lu de ma vie. Il tient donc une place particulière dans mon cœur. Il a été publié dans le magazine Weekly Shonen, Sunday de l'éditeur Shogakukan et compte 38 tomes comme je viens de le dire, donc vraiment une très très longue série. Il faudra cependant attendre 1994 avant que le manga commence à être publié en France chez Glénat toujours. Il est classé dans la rubrique shonen avec comme sous-genre l'aventure et la comédie, donc vraiment des thématiques qui lui sont propres. L'histoire débute en Chine où Ranma et son père s'entraînent intensément pour les arts martiaux. L'un de ces exercices consiste à se battre l'un contre l'autre, perchés du haut de grandes tiges de bambou au-dessus de sources. Mais attention, pas n'importe quelle source. Celles-ci sont magiques ou maudites, cela dépend de votre point de vue. Et évidemment, ils vont finir chacun par tomber dans l'une des sources, et dès lors, lorsqu'ils seront en contact avec de l'eau froide, l'un deviendra un panda, tandis que l'autre deviendra une femme. Et pour couronner le tout, cela arrive juste avant que Ranma et son père doivent rendre visite à la famille Tendo à Tokyo. Les deux pères de famille avaient arrangé en amont un mariage entre Ranma et Akane, l'une des 3 filles de Tendo. La rencontre et la cohabitation entre ces deux personnages haut en couleur risquent de ne pas être si simple. Donc là, on retrouve du coup les sources d'eau dont tu parlais précédemment et qui font écho à sa précédente histoire et qu'on retrouve enfin dans Ranma. Donc on voit vraiment son côté un peu brouillon dans ses premières histoires pour ensuite s'en servir dans d'autres séries, quoi. Si vous saviez pas, l'autrice aime énormément les arts martiaux et elle est notamment fan de Jackie Chan et elle souhaitait depuis longtemps faire un manga du même genre que ses films. Donc c'est pour ça qu'elle a décidé d'écrire Ranma. Et on trouve dans Ranma beaucoup de références avec le côté gag à répétition, l'action lors des combats. Mais évidemment, l'autrice a souhaité quand même garder sa petite touche humoristique et a décidé d'y apporter aussi un peu de piment avec la dimension fantastique qu'elle affectionne tant. Et cela fonctionne car cette saga totalement loufoque rencontra un succès mondial. Et contrairement à ce que l'on peut penser, l'autrice, elle a pas voulu y apporter une dimension politique autour du questionnement du genre, parce que du coup Ranma, lorsqu'il est en contact de l'eau froide, se transforme en femme, et lorsqu'il est en contact de l'eau chaude, se retransforme en homme. Mais faut pas oublier quand même que quand elle débute la publication de cette histoire, on est encore dans les années 80, on est en 1987, et malheureusement à cette époque, on s'interrogeait pas autant sur ce sujet que maintenant. Donc c'était avant tout pour elle en fait un moyen d'apporter du comique dans l'histoire, grâce aux différents quiproquos et aux citations drôles, mais jamais moqueuses, attention, que va vivre notre protagoniste de par sa malédiction entre guillemets. Et pourtant, en lisant cette saga aujourd'hui, on se rend compte que sans le vouloir, Rumiko, elle avait quand même un peu d'avance sur son temps et démontrer, peut-être sans le vouloir, que déjà à l'époque, une femme était égale de l'homme. Évidemment, ce n'est pas une question d'époque, mais elle le montrait quand même en 87, que c'était déjà là et elle le pointait du doigt. Et je trouve qu'à travers le caractère un peu cochon de Ranma version homme, qui est un peu lourd, un peu comme la plupart de ses personnages d'ailleurs masculins, en fait, elle y dénonce un sexisme persistant au Japon. Peut-être que c'est aussi pour ça que son lectorat était beaucoup plus féminin sur cette série que ses précédentes séries. Qui sait. En tout cas, personnellement, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans Ranma 1/2, c'est de voir que le personnage est nettement plus intéressant lorsqu'il était en fille. Rumiko Takahashi, elle a réussi à ne pas tomber dans les clichés des protagonistes féminins des shonen qui sont malheureusement bien souvent, surtout à cette époque-là, plutôt naïfs, très peu débrouillards, qui ne possèdent pas de talent particulier. Or ici, Ranma est d'une part bien plus badass en tant que femme, mais c'est également le cas pour l'ensemble des personnages féminins du manga, que ce soit sa fiancée Akane, que j'adore, Shampoo ou
ou tous les autres personnages qui sont un peu plus secondaires, comme les sœurs d'Akane. Elles sont toutes des femmes avec de forts caractères, qui ne cessent pas marcher sur les pieds et qui dégagent quelque chose de vraiment très puissant. Et bien qu'il y ait une intrigue principale, l'humour reste tout de même le genre principal de ce manga et la raison première pour laquelle nous le lisons. J'ai pas lu tous les tomes parce que c'est très long et qu'on peut un peu s'ennuyer à la longue parce qu'il y a encore ce côté très répétitif qu'on retrouve dans ces autres séries très longues. Mais c'est un peu le type de saga qu'on peut lire par petites doses de temps en temps pour garder le goût à cette dimension de gag constant sans s'en lasser. J'ai beaucoup aimé aussi le côté esthétique du manga et de ses dessins. C'est pas aussi beau et sensible que Mermaid Forest, mais c'est quand même très plaisant à lire et moi c'est vraiment un style que j'aime bien qui est un peu années 90 avec un peu ce côté nostalgique d'un Japon rural traditionnel qui est très beau. Quand on lit ce manga, j'avais vraiment envie d'aller rendre visite à la famille Tendo, d'aller dans leur dojo, de visiter l'école aussi où Ranma et Akane vont, et on retrouvait un peu cette dimension dont je parlais au début, où elle te montre aussi un Japon très réaliste avec des scènes de la vie quotidienne, en y apportant évidemment la touche fantastique. Si ça vous intéresse, Glénat a sorti depuis 2017 une Perfect Edition en double tome qui est sublime et qui est quand même plus pratique à ranger dans sa bibliothèque que tous les petits tomes par séparés qui sont un peu plus difficiles à trouver. Bien que j'ai beaucoup aimé cette série, qu'elle tient vraiment une place importante chez moi, c'est vrai qu'en la relisant, un peu comme ces autres séries, on voit aussi qu'il y a quand même un humour qui est un peu lourd, et c'est un peu dommage. Et même si c'est pas voulu de sa part de dénoncer le côté un peu sexiste et de questionner sur le genre, bah je trouve que c'est un peu dommage que ce soit un peu sous-jacent et que ce soit pas voulu de sa part de vraiment le démontrer pour de vrai, quoi, et que ce soit à nous de fouiller un peu pour le voir. Mais il faut se rappeler aussi d'époque. C'était une auteure et mainstream. Que voilà, ça a quand même permis d'apporter quand même un nouveau type de personnage qui est quand même qui joue sur deux sexes, quoi, sur deux genres, et je trouve ça génial. On continue avec une autre série qui a été publiée entre 87 et 2007, qui est une One Pawn Gospel, qui est en 11 chapitres, donc sous 4 tomes. C'est un manga qui a été adapté en animé et en drama. Il y a 9 épisodes sur NTV avec Meisa Kuroki et Kazuya Kamenashi, qui raconte l'histoire très humoristique du duo boxeur et bonne sœur. Donc dans cette histoire, Kozako est un jeune boxeur professionnel, poids-plume de 19 ans. Il est très gourmand, ce qui lui pose des problèmes de poids pour rester dans sa catégorie. Il aime sœur Angela, auprès de laquelle il va se confesser régulièrement. Toute cette histoire nous pousse à des situations cocasses avec un héros étrange, amoureux et une nonne timide et aussi amoureuse. Je n'ai pas vu ou lu ce manga, je crois que toi non plus. Non. Parce que franchement, le synopsis, il nous tentait pas tellement. Mais peut-être que certains ou certaines d'entre vous pourraient aimer ce genre de combo. Ne sait-on jamais, il en faut pour tous les goûts. Totalement. Et par contre, les couleurs de ces mangas sont encore une fois magnifiques. Oui, il y a un peu un bleu jaune orangé qui est vraiment sublime. Donc si vous l'avez lu, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, parce qu'en vrai, on est quand même curieuse. Totalement. En fait, ça aurait pu être drôle, mais ça m'a pas trop tenté, j'avoue, ce combo-là. Et puis en plus, les dernières histoires de nonnes que j'avais lues pour l'épisode de Vampire, ouais, c'est vrai. J'avoue que ça m'avait vaccinée. Donc bon. Alors maintenant, je vais vous parler d'un autre manga que j'ai beaucoup aimé, qu'elle a publié entre 1996 et 2008. Attention, nous sommes à 558 chapitres et 56 tomes. On ne l'arrêtera jamais. J'ai l'impression qu'on est vraiment à qui va faire le plus de tomes, en fait, par série. Hein. Donc là, vraiment, on est... ça a fait du temps pour travailler dessus, hein, vous imaginez bien. De 96 quand même à 2008, c'est-à-dire quand on est né. Voilà. Enfin, quand je suis née, parce que Natacha a 80 ans. J'avais déjà 1 an. Voilà. C'est quand même fou. Et le dernier tome, sachez qu'il est paru en septembre 2014. Donc, elle ne s'arrête jamais. Elle ne s'arrête jamais. Il y a eu pas mal d'adaptations en anime aussi, de Inuyasha. D'ailleurs, il y a beaucoup d'œuvres, en fait, de Rumiko qui ont été adaptées en animation. Oui. Ranma 2000 était aussi adapté. En animation, ouais, voilà. Comme la plupart, en fait, hein, qui lui a, en fait, vraiment permis d'avoir une exposition plus grande de son travail dans le monde entier. En 2002, le manga est récompensé par le prix de la Shogakukan, bien sûr, dans la catégorie shonen. Et en France, le succès du manga n'a pas été au rendez-vous tout de suite, mais il a maturé. Donc c'est vraiment sa plus longue série. En vrai, j'avais envie de dire heureusement, parce que 56 tomes, c'est déjà énorme. Et c'est un peu, par contre, difficile à trouver dans les librairies à l'époque, mais aussi aujourd'hui en fait. Parce qu'il y a tellement de tomes, elle a vraiment rien à envier à ses compères masculins, que si vous voulez, vous
procurer toute la série, je pense que il faut faire de très longues recherches. Faut investir aussi, hein. Ouais. Et faire de la place chez soi. Ouais, totalement. Alors, l'histoire, c'est l'histoire de Kagome, qui est une jeune japonaise de 15 ans, qui mène une vie paisible au sein de sa famille près d'un temple de Tokyo, jusqu'au jour où elle tombe dans un puits, en fait, et elle fait un bond dans le temps. Elle se retrouve à l'époque Sengoku, dans un Japon où monstres et esprits malins abondent. Et puis là, elle va faire la rencontre au gré d'une histoire avec une sorte de yokai de Inuyasha, qui est un être hybride, qui est à la fois humain, chien, démon, on sait pas trop. Et tous ces démons sont à la recherche du même objet, qui est la perle de Shikon. À la suite de péripéties, la perle de Shikon est éclatée, et Kagome, elle se retrouve en fait en possession d'un de ses fragments. Kagome et Inuyasha vont être contraints à faire équipe pour trouver les parties manquantes de la perle. Donc là, on a vraiment un Japon moderne, un Japon féodal, et une aventure qui ne peut que commencer entre ces deux personnages. Alors là, pour le coup, j'ai lu les 2 premiers tomes de Inuyasha et franchement, j'ai pas vu le temps passer. J'ai vraiment apprécié ces lectures. Contrairement à des critiques qui ont été faites sur la série, je trouve que c'est très rafraîchissant et qu'on a 2 personnages qui se complètent hyper bien. Moi, j'ai adoré leur alchimie que je trouve hyper intéressante aussi. J'ai lu qu'il y avait beaucoup trop de tomes. En vrai, je comprends la frustration des lecteurs au fait que tu peux vite te lasser des dessins et que, bah oui, en fait, il y a 56 tomes, donc à un moment, l'histoire... Ça tourne en rond, quoi. Ça tourne en rond. Tu vas y avoir des comiques de répétition, comme tu l'as dit, ou des scènes répétitives. Pour le coup, moi, j'ai trouvé, en fait, que tu pouvais pas du tout te lasser des dessins, contrairement aux autres séries, parce que les planches, elles sont tellement belles et détaillées. Et d'un autre côté, comme je disais tout à l'heure, bah, il y a des planches super brouillons, un peu style esquisse qui peuvent déranger, et aussi, bien sûr, de l'horrifique. Là, on le retrouve aussi, Yes. comme dans Mermaid Saga, mais bien sûr, horrifique, vraiment soft, hein. Spooky. Oui, voilà, spooky, des têtes qui peuvent faire un peu peur, ce genre de choses, quoi, vous voyez. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé les personnages, en fait, tout simplement. Inuyasha me plaît beaucoup. C'est un garçon démon très attachant, qui nous plonge dans un registre de je t'aime moi non plus, avec Kagome, donc la jeune fille de 15 ans. L'humour hyper bien maîtrisé cette fois-ci. Il a un sale caractère, il est mal poli, il est désobligeant, il est fier, il est violent, un peu même brut. Et en même temps, il est gentil, généreux. Alors, on pourrait croire que c'est un red flag, mais pour le coup, ça m'a fait penser beaucoup à Kyo de Fruit Basket. Oh, ok. Et moi, j'aime beaucoup. Parce qu'il déteste perdre, il déteste voir ses amis en danger. Enfin voilà, c'est le parfait héros de shonen, quoi, vous me direz. Et puis, d'un côté, on a la courageuse Kagome, qui est un peu une Alice, parce que sachez que Takahashi, elle adore le personnage de Alice au Pays des Merveilles. Bah, japonaise, hein, qui descend au fond d'un puits maudit, et qui se retrouve autant piégée que heureuse, hein, de vivre ses aventures folles, avec son démon au grand cœur. Et on a après aussi d'autres personnages, bien sûr, qui vont tirer leur épingle du jeu, comme le duo Sango et Miroku, le solitaire Koga, le petit renard Shippo, ou encore Seishomaru, le frère d'Inuyasha, qui est hyper beau d'ailleurs. C'est une histoire qui a un peu moins marché en France, mais elle a eu un fort succès au Japon. Et il y a eu un roman aussi qui a vu le jour, une série animée, et encore une fois, à mon grand étonnement, j'avais pas capté la dimension musicale de l'œuvre, pour tout vous avouer. Ah bah ça, les Japonais, ils adorent faire des comédies musicales. Mais voilà, comédie musicale qui a été jouée par la troupe Gekidan Shinkansen Paracomic. Shinkansen comme le train. Oui, très bizarre. Entre 2000 et 2001. Elle suit les nombreuses grandes lignes de la série, mais il y a des différences qui existent entre cette adaptation et le manga. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce manga, je pense que je vais continuer la série, parce que on est vraiment dans le folklore nippon, et pour le coup, Natacha et moi, bah, on aime beaucoup le folklore nippon. Oui. On continue avec Rin, ou Riné, qui a été publié entre 2009 et 2017. Donc là, on arrive sur les séries qui sont beaucoup plus récentes. On est encore une fois sur une série de fantômes autour du surnaturel avec des yokai 40 tomes et d'une école. On a cette fois-ci 398 chapitres et 40 tomes, un peu moins quand même que la précédente. 40 tomes quand même, Natacha. Mais je crois qu'il faut s'habituer que Rumiko Takahashi, elle fera jamais des histoires courtes. Hein. Les one-shots, elle ne connaît pas. Pourtant, elle connaît parce qu'il y en a après. Oui. Il y en a 3, c'est ça le pire. Oui, mais je pense, elle va finir par se lasser, se fatiguer, Ouais, d'avoir c'est autant ça. travaillé durant toutes ces années. Elle va dire, ok, laissez tomber. C'est bon, je passe au one-shot. Donc, l'histoire commence comme Aïssa au Pays des Merveilles. Encore une fois, Alice revient. À la sauce un peu rude de Rumiko Takahashi qu'on connaît si bien. Depuis son enfance, Sakura Mamiya a le don de voir les fantômes après avoir suivi un lapin étrange dans un monde totalement inconnu. Seulement, elle commence à être ennuyée de voir ces fantômes. Sa vie presque banale va changer dès lors qu'elle fera la connaissance de son mystérieux camarade de classe, Rin,
je pense, Rinne Rokudo. Un jeune garçon mi-shinigami, mi-humain. En connaissance de sa situation et pour aider Rinne dans son travail, elle lui paiera de temps à autre les différents items dont il a besoin pour envoyer les esprits errants dans le monde des morts via la roue de Samsara. Pendant leur chasse aux fantômes, Rinne et Sakura croiseront sur leur chemin des alliés comme des rivaux. C'est ainsi qu'ils poursuivront leur routine hors du commun. Bon, c'est encore un autre titre qu'on vous laisse découvrir, parce que là, il y a 40 tomes. Donc, pour le coup, là, j'ai lu quelques scans aussi. Et, le combo Shinigami École, on le connaît que trop bien dans les shonen. C'est peut-être un peu trop redondant. Ouais, un peu trop redondant. On avait Noragami, on avait Decreman, Bleach, qui est le meilleur exemple. Enfin, voilà, c'est des shonen quand même qui sont tellement hauts que c'est dur de faire un truc dans le niveau. En plus, les personnages, on a déjà Inuyasha, quoi. Ouais, en fait, ils sont très inspirés de Inuyasha, donc ça déçoit énormément. Et puis les chara-design, franchement, moi, j'ai vu un peu autant le manga que l'animé, ça m'a déçu. Donc voilà, moi, je vous laisse vous faire votre avis et vous délecter, en fait, de cette série. Mais pour le coup, je passerai mon tour. Par contre, on va continuer avec Mao, qui est une série qui est actuellement en cours et qui a débuté en 2019. C'est du coup son dernier manga pour l'instant en date. Du haut de ses 65 ans, elle arrive encore à nous offrir de nouvelles sagas. Il compte pour le moment 16 tomes, donc je pense que là on est quand même parti sur une longue série encore une fois. Longue, mais pas si longue en fait. On verra, parce que pour le moment c'est 16 tomes au Japon. Oui, c'est même pas encore fini en version originale. C'est En VF, on peut trouver pour le moment 12 tomes, donc toujours chez Glénat, qui semble avoir le monopole de Rumiko Takahashi. Ce manga est encore une fois classé shonen, mais avec comme sous-genre l'action, l'aventure, le drame, le fantastique et la romance. Et des thématiques qui reviennent, comme la mort, le surnaturel, qui y sont évoquées tout au long. Pour dire vrai, j'avais ce premier tome depuis très longtemps dans la bibliothèque, et je l'avais encore jamais lu. Et l'écriture de cet épisode, ça a été l'opportunité parfaite pour me lancer enfin. Petit résumé. L'histoire suit Nanoka, une jeune lycéenne qui, 8 ans auparavant, a vécu un terrible accident qui coûta la vie de ses parents. Encore aujourd'hui, elle ne comprend pas comment elle a pu s'en sortir vivante. Depuis lors, d'étranges phénomènes surnaturels avec des fantômes se produisent autour d'elle, manquant de la tuer à de nombreuses reprises. Un jour, elle va se rendre sur les lieux de l'accident, qui se trouve juste en face d'une galerie marchande. Sans pouvoir expliquer comment, elle va être téléportée dans le Japon des années 20, donc 1920, et faire la rencontre de Mao, un étrange jeune homme qui semble pouvoir lui aussi voir les fantômes. Je m'attendais pas du tout à avoir une claque comme ça en lisant ce premier tome. J'ai pas eu l'occasion encore de lire la suite, mais on retrouve ce côté de légende et des contes, avec un mix avec vraiment les légendes japonaises qui tournent autour des yokai, et on adore ça. Et c'est vrai qu'on est très contente avec Rumiko Takahashi parce qu'elle en parle beaucoup dans la majorité de ses sagas. Et j'ai été ravie de retrouver toutes ces légendes dans cette nouvelle série. Donc Rumiko Takahashi, elle revient ici en force avec une nouvelle histoire pleine d'action et d'aventure. Pas le temps de niaiser ou de s'ennuyer, on est direct plongé dans l'histoire de Nanoka et du beau Mao. Et on est sur un ton encore plus sérieux que Ranma 1/2 ou que de Urusei Yatsura. On retrouve un peu le côté, l'atmosphère de Mermaid Forest par exemple, avec une atmosphère générale qui est encore très sombre, un peu cruelle, et toujours ce côté où elle surfe doucement sur le thème de l'horreur en restant soft encore une fois. En tout cas, du moins pour le premier tome, je sais pas comment ça va évoluer. Les dessins sont toujours aussi beaux. Bien que j'ai une préférence pour l'époque de Ranma, par exemple ici le chara-design de l'héroïne je l'aime pas du tout, par contre le chara-design de Mao il est sublime, donc je crois qu'elle s'est encore un peu perdue sur le design et qu'elle savait pas trop lequel choisir. Ça donne un peu un côté une baisse de qualité, notamment avec l'expression des personnages qui est quand même moins bien retranscrite que dans certaines autres de ces séries, mais bon ça reste quand même très professionnel et très agréable à lire. Et aussi, elle a toujours cette force qu'on lui retrouve dans toutes ses sagas, c'est le découpage des planches qui donne vraiment un dynamisme à l'histoire. Bien que la thématique de lutte contre les démons était une thématique vue et revue comme on vient de dire avec sa précédente histoire, ici, ça reste quand même très prometteur. Donc je suis vraiment contente et je vais essayer de trouver le second tome en occasion pour avancer dans l'histoire et vous dire si ça vaut le coup de continuer ou non. En tout cas, j'ai hâte de retrouver Mao et les yokai au fil des tomes. On enchaîne avec un one-shot cette fois, enfin. 3 one-shots même en fait. Oui, mais avec un premier one-shot, enfin elle a découvert le one-shot. C'est vrai. Mais en fait, elle a pas découvert là récemment parce que le
premier one-shot dont on va vous parler, il date de 1994, qui est la tragédie de... Dans ce one-shot, on découvre 6 nouvelles portraits de la société japonaise dépeignant les problèmes quotidiens de millions d'individus et dénonçant certains comportements absurdes. La nouvelle éponyme La tragédie de P est une famille qui vit en résidence très stricte et qui doit héberger un pingouin pendant quelques temps. Oui. Je vais retrouver le côté absurde, quoi. On a ensuite, en 1999, Le chien de mon patron. Un papa ado présente un père de famille muté à l'autre bout du Japon. Sa famille refuse de le suivre. Abandonné à la suite d'un accident, il se retrouve amnésique et se prend pour un adolescent de 14 ans. On a ensuite l'histoire qui s'appelle Il suffit que tu sois là, qui traite de la difficile reconversion d'un salarié-man au chômage, et le titre En famille en détresse, qui est un autre one-shot et qui parle des déboires d'une famille surendettée. Donc là, on enchaîne un peu les one-shots, mais encore une fois, Rumiko va venir nous proposer des thèmes très durs et sensibles, avec toujours sa petite touche d'humour. Et enfin, en 2005, Un bouquet de fleurs rouges. Même procédé que les 2 premiers tomes, Rumiko vient parler des fossés entre les différentes générations et induire des vérités dans son discours, pas des procédés, toujours très humoristiques. Vous avez compris, c'est une artiste extrêmement prolifique, complète, complètement en dehors des sentiers battus, qui n'œuvre pas du tout dans les mêmes domaines en fait que ses collègues féminines, qui multiplient des romances bordées de roses, de grands yeux étoilés de larmes. Et elle, son style, il peut beaucoup plus plaire à un lectorat masculin qui aime mêler l'humour, non-sens, les histoires d'amour complexes et légendaires, les créations graphiques étranges qui combinent l'aspect animal et l'humanité. Autant active dans le shonen surnaturel que dans le seinen tranche de vie, elle a réussi à brasser de nombreux thèmes assez pro-représentés par les auteurs femmes du manga. Et même si, on le sait bien, les auteurs de l'an 24 étaient passés par là, Oui. pour lui mâcher le travail, bien qu'elle ne le cite pas d'ailleurs. Non, c'est vrai. Jamais. Enfin, en tout cas, de ce qu'on a vu d'elle. Mais voilà, il y a eu les auteurs de l'an 24 avant elle qui ont bien mâché le travail, et Rumiko, c'est quand même une auteure extrêmement prolifique, puisqu'elle a publié plus de 200 volumes avec ses séries combinées, de 700 à 1000 planches par an. C'est dingue. Et c'est cette authenticité et ce côté novateur qui font d'elle une auteure unique en son genre et qui est absolument inclassable. Bien sûr, on va finir, comme à chaque fois dans tous nos épisodes, bibliographie, mangatech, voilà, on va finir par notre habituel classement des meilleurs mangas de l'auteur. Donc pour ma part, je dirais en 3e position Mermaid Saga, parce que j'ai beaucoup aimé ce manga en termes de design, de sensibilité du dessin, mais aussi l'histoire surnaturelle et en même temps un petit peu horrifique m'a beaucoup plu et je trouve ça très novateur. Voilà, un public plus âgé, je pense. Oui. Ensuite, j'ai beaucoup aimé Inuyasha. Comme je vous disais, c'est un coup de cœur pour moi. Vraiment, ce manga, je trouve c'est un très bon shonen. Les dessins sont vraiment sympas, très dynamiques, et il s'adresse à tous les âges. Et ensuite, je finirai par Ranma 1/2, qui est quand même, je pense, iconique, le meilleur manga de Rumiko Takahashi. C'est le manga que vous devez retenir si vous devez lire un manga de l'auteur. Pour ma part, je pense qu'en 3e position, je mettrais aussi Mermaid Saga, bien que je suis persuadée que en lisant Inuyasha, il serait également dans ce top 3 et sûrement en 3e position. En 2e position, finalement, je vais mettre Mao parce que ça a été ma plus belle découverte dernièrement de manga et que je ne pensais pas autant aimer cette nouvelle série de Rumiko Takahashi et pourtant, oui. Et en 1re position, évidemment, Ranma 1/2 parce que ça reste mon manga iconique de tous les temps, quoi. On espère que ce dernier épisode de la saison 2 vous a plu. Et oui, car Shoujo Story, c'est fini pour cette année. Non. En effet, pour faire un petit bilan, on a testé plein de nouveaux formats cette année, comme le marathon, ou même la participation de personnes, d'invités masculines au podcast, et ça nous a vraiment apporté un souffle d'air frais en cette année chargée et difficile. On a aussi pu vous proposer des épisodes plus longs et détaillés comme celui sur Black Butler ou Ryoko Ikeda. Oui, et c'était super. Et on a adoré travailler sur ces épisodes. Le début d'année a été chargé et super rempli, puis à cause de nos emplois du temps, nous avons dû mettre des petites pauses et des petits holas et réduire le contenu. Donc à partir de maintenant, en fait, on va faire une petite pause sur le podcast pour pouvoir un peu trouver une nouvelle manière de créer, de transmettre nos passions. C'est donc avec un petit pincement au cœur qu'on vous quitte pour cette saison. Sans de réelle date de retour, on va devoir y réfléchir.
Mais en tout cas, on espère sincèrement que vous avez aimé découvrir et apprendre avec nous les méandres du shoujo manga et de ses auteurs et autrices. On vous souhaite de belles vacances. Et puis on vous dit quand même à la prochaine, hein. Bah oui, on se verra quand même sur Instagram. Ouais, on garde l'Instagram pour publier de temps en temps dessus et garder un petit feed manga qu'on aime tant. Du coup, les publications suivront plus les podcasts, mais juste nos envies du moment. Et quoi. Si on a envie de poster des choses un peu mignonnes, ouais, même nos dernières lectures, si on en fait des sympas pour les partager en story, on le fera évidemment. Voilà, après ça veut pas dire que c'est la fin de Jojo Story, mais juste que on va faire une pause pour se concentrer aussi sur nos vies et sur ce qu'on a vraiment envie de faire de ce projet ou de ce qu'on a envie tout simplement de transmettre parce que pour l'instant je pense qu'on arrive un peu à... On a fait un peu le tour. Ouais, on a fait un peu le tour. Ça fait quand même 2 ans en faisant en moyenne presque 2 épisodes par mois. Ouais, pas et toujours, en testant mais beaucoup de formats différents. Ouais. Donc voilà, c'est avec grand plaisir qu'on vous quitte pour ces vacances en vérité, parce qu'on a aussi besoin de se reposer un peu et on espère que vous passerez vous aussi de belles vacances. Ouais. Merci pour votre fidélité et merci de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Et puis ciao. Oui. Bisous, à la prochaine. Bye bye. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, nous espérons qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Instagram Shoujo Story et nous envoyer des petits messages, nos DM sont toujours ouverts pour qu'on échange ensemble. Vous pourrez également retrouver les épisodes sur toutes les plateformes de streaming ainsi que sur notre chaîne YouTube et tout ça gratuitement. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao. 皆さんありがとうございました。